Donc ici c'est le vignoble des Côtes de Bordeaux. Donc on est sur la rive droite de la Garonne, exposition sud-ouest, et on regarde la rive gauche de la Garonne, juste en face. Vous avez l'appellation Grave et Sauternes sur les hauteurs. La dernière ligne d'horizon que vous voyez, c'est Sauternes. Donc c'est une zone qui regroupe à la fois de très beaux terroirs et qui est aussi une zone très plaisante et très agréable à vivre, parce qu'on est à 30 minutes de la ville de Bordeaux et on est en pleine campagne. Et c'est une des rares régions viticoles ici, les Côtes de Bordeaux, qui ont un peu de relief, qui ont un peu de hauteur. Qu'est-ce qu'on a des cépages? Alors ici, là, le vignoble de Rénon, c'est du Merlot pour le rouge. Donc là, c'est tout le vallon ici, c'est du Merlot. Et puis du Sauvignon blanc pour le blanc, bien sûr. Là, c'est une parcelle de Sauvignon blanc. Et on est sur les argiles très caractéristiques de la région. Ce sont des argiles profondes. C'est justement ce que les Sauvignons blancs aiment plus. Exactement. Alors ici à Rénon, il faut faire attention parce que c'est une zone qui est très précoce, où on peut récolter très vite. Donc le Sauvignon blanc ici, on le récolte à des niveaux de maturité qui sont optimum. Il faut faire très attention justement à pas dépasser la maturité, parce qu'ici on a un terroir parfait, mais c'est une zone assez chaude. Ici on vendange. Les Sauvignons blancs de Rénon peuvent être vendangés à la fin du mois d'août, ce qui est vraiment le tout début des vendanges à Bordeaux. Donc on fait des vins qui sont mûrs, mais avec de la fraîcheur. C'est toujours notre on va dire obsession dans la production de vin blanc, c'est trouver le point parfait et l'équilibre parfait entre la maturité et la fraîcheur, donc des acidités suffisamment hautes et des pH suffisamment bas. Et vous êtes né Moi je suis né ici, j'ai été élevé ici, je suis né à Bordeaux, mais je suis né ici, j'ai grandi ici, donc à Château-Rénon, c'est la propriété à laquelle on est très attaché. Et c'est un terroir qui a un très grand potentiel. Côte de Bordeaux, c'est une des appellations les moins connues de Bordeaux, et c'est dommage parce que je pense que c'est une de celles qui mériterait d'être le plus connue. Et ça c'est pour diffusion d'hormones. Exactement. Et vous travaillez avec des choses nature? Exactement. Nous ici, nous sommes certifiés ISO 14001 et nous sommes aussi en cours de certification haute valeur environnementale niveau 3. Donc c'est une vraie comment dire, conscience environnementale, et comme je vous le disais, on exploite aussi près de 200 hectares de pins pour avoir un bilan carbone le plus neutre possible. Ça c'est pour lutter contre le ver de la grappe. Et en fait c'est une diffusion d'hormones qui permet ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Et en fait ça diffuse des hormones qui perdent le mâle, et le mâle n'arrive jamais à trouver la femelle du ver de la grappe, et donc c'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à se reproduire, et du coup qu'on stoppe la progression de manière écologique. Je crois que, alors, vous savez, nous ici, quand on a la chance de grandir sur une propriété viticole, dès qu'arrivent les vacances, on est dans les vignes en fait. On a travaillé dans les vignes, et c'est peut-être le plus beau cadeau que m'ont offert mes parents, c'est de nous apprendre très jeunes le sens du travail. Et le sens du travail, on l'a appris dans la vigne, parce que derrière une bouteille de vin, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de peine. Et ça, on y a été connecté très jeune, 8 ans, 9 ans, on était dans la vigne. Moi, j'ai fait ma première cuvée, mon premier vin, j'avais 13 ans. 13 ans. Ouais, j'avais 12 ans, c'était en 93, j'avais 12 ans. Et donc, on a eu cet attachement très jeune. Moi, je crois que j'ai pas raté une vendange, sauf les 2 ou 3 années où je suis parti étudier à l'étranger, aux États-Unis ou en Espagne
quand j'étais à Paris. C'était une passion dès le départ. Moi j'ai étudié l'œnologie, mais j'ai aussi étudié l'économie. Donc j'aurais pu faire autre chose, aller travailler ailleurs dans d'autres pays. Mais je savais que c'était presque impossible. Je savais que j'allais revenir. Il n'y avait aucun contrat. Mes parents m'avaient laissé très libre. M'avaient surtout jamais demandé de revenir à telle date, à telle heure. Cependant, moi je suis rentré naturellement. C'est complexe de donner une définition du vin. C'est avant tout une passion, évidemment. Moi je me vois pas. Je ne conçois pas la vie sans une bonne bouteille de vin. Quand je voyage ou quand je suis loin ou quand je suis dans des pays où on a un accès au vin qui est difficile pour plein de raisons, ça me rend très triste. Parce que pour moi, le vin et la bonne gastronomie, c'est la vie. Donc c'est avant tout, c'est au-delà d'une passion, c'est un art de vivre, d'avoir un accès facilité au vin. Et ça, c'est la chance qu'on a en France, et spécialement à Bordeaux, mais en France en général, c'est quand même un pays où on a accès au vin de manière assez démocratique, je dirais. Donc pour moi, voilà, le vin, c'est un art de vivre. C'est évidemment une passion au sens technique du terme, parce que j'ai grandi avec ça. Et quand on est en famille, j'avoue, on parle presque tout le temps de vin. Et on n'a pas l'impression de travailler. C'est un plaisir. On vit avec, et c'est une passion. C'est une passion aussi du point de vue technique. Donc ça, c'est très important pour nous aussi. Et puis naturellement c'est notre métier, donc c'est notre métier et notre passion. Donc c'est une association complexe, mais on dit souvent on se verrait pas faire autre chose, et puis de toute façon on sait pas faire autre chose. Ici c'est mon arrière-grand-père, comme je vous le disais, a acheté en 1924. Mon grand-père a repris la suite après la guerre en 1949. Et il a arrêté de travailler au début des années 2000. Il habite toujours ici, dans cette maison, avec ma grand-mère. Ah oui. Donc ils sont toujours vivants. Mon grand-père, mon père et avec mon frère, nous avons repris la propriété de Doisiden au milieu des années 2000, 2004-2005. Donc voilà, c'est la quatrième. Je suis la quatrième génération. C'est de Sémillon. Ici, voilà, c'est un vignoble de Sémillon qui est très âgé, qui a plus de 40 ans. Plus de 40 ans? Ouais, vous voyez ces cèpes là. Ça, c'est un cep qui est de 49. 1949. 1949. Vous voyez là, on attend la récolte. Vous voyez, on voit les mannes déjà. Nous avons besoin de ce genre de temps pendant la période de la fleur, c'est-à-dire assez chaud, pas trop humide. Oui. Et là on est vraiment à la veille de la floraison, vraiment ça va fleurir dans les 10 jours qui viennent. Et les 10 jours qui viennent ont une météo très bonne, c'est-à-dire assez chaud, autour de 25 degrés, du vent, un peu de vent et pas de pluie, ce qui est optimal pour la fleur. Alors le problème quand le temps est pas bon pour la fleur, c'est que on peut faire du très bon vin qualitativement. Par contre, le volume baisse énormément. Donc vous voyez, on remplace à chaque fois qu'on perd un pied, on le remplace. Oui, oui, ça, oui. Ce sont des pieds de l'année qui poussent très bien d'ailleurs. Voilà, là il y a une récolte qui est pas mal. Les vieilles vignes sont toujours belles, hein? Oui, oui, oui. Ah, et le sémillon est un des rares cépages à Bordeaux qui vieillit très bien. Ah oui? Oui, faire la même chose avec du sauvignon, c'est très difficile parce que le sauvignon, quand il est vieux, il ne produit plus. Tout d'abord, c'est un nom très local parce que ça veut dire de Bordeaux. Donc c'est une implantation locale depuis qui est ancienne. C'est aussi un nom qui a été assimilé pendant très longtemps, qu'il est toujours à la production de vin blanc, parce que nos origines familiales sont de la région de Sauternes.
À la suite de ses origines, mon père a aussi fait des recherches scientifiques, notamment sur l'arôme du Sauvignon blanc. Et c'est aujourd'hui peut-être un des arômes dans le monde sur lequel on connaît le plus de marqueurs aromatiques et de molécules. Voilà, il y a une association du Bourdieu et vin blanc, on va dire, pour résumer, même si aujourd'hui nos productions de vin rouge sont presque supérieures à la production de vin blanc. Historiquement, bon, le vignoble de Sauternes s'est implanté donc sur la rive gauche, plutôt dans le sud de la zone des Graves. En fait, on est dans le sud des Graves. Il y a une raison à la localisation du vignoble de Sauternes, puisque c'est un peu au carrefour de la Garonne et de l'intersection avec le petit affluent de la Garonne qui s'appelle le Ciron. Et ce Ciron prend sa source dans les Landes. Ce sont des eaux assez froides, et quand ce petit affluent arrive dans le vignoble et rencontre la Garonne, ça génère des vapeurs, des brouillards qui sont, on va dire, propices à l'implantation du botrytis, qui est un champignon, et donc qui a besoin de cette alternance humidité et soleil. Et c'est pour ça c'est un microclimat assez particulier, et c'est aussi pour cette raison que le vignoble de Sauternes n'est pas vraiment reproductible dans beaucoup d'autres endroits du monde, et de fait c'est le plus grand vignoble de vin liquoreux de pourriture noble au monde, et on n'a pas vraiment de concurrence pour ces raisons, pour ce petit microclimat, et puis pour aussi l'histoire que nous avons dans la production de vin liquoreux. La première difficulté, c'est que ce sont des petits volumes par hectare. Il faut diviser à peu près par 2 ou par 3 les volumes en comparaison avec une production de vin rouge ou de vin blanc. Donc ça, c'est la première difficulté. On a des coûts de production à l'hectare qui sont comparables pour à peu près tout, sauf pour la récolte, qui elle coûte plus cher parce qu'on récolte en plusieurs fois. Pas en une fois, mais en 3 ou 4 fois. Donc il faut faire venir les vendangeurs plusieurs fois. Donc à la fin, on a un process qui est plus cher et une quantité par hectare qui est plus basse. C'est aussi pour ça que le Sauternes coûte entre guillemets cher, mais c'est parce qu'il coûte cher à faire et qu'en plus on doit supporter un risque de production qui est important, parce que l'alternance brouillard, soleil, pluie, c'est pas automatique. Ici on est en climat océanique, on a plus ou moins 1 mètre d'eau, enfin de précipitation de pluie par an, donc rien n'indique que l'eau arrive au bon moment et le soleil au bon moment. C'est à chaque fois un pari et un risque. Donc le Sauternes est le fruit de ce risque. Le botrytis arrive par vagues, et la récolte manuelle du Sauternes consiste à collecter des morceaux de grappes, des baies, des baies, oui, parce que parfois c'est grain à grain, à chaque période, à chaque nouvelle génération de botrytis. Donc par certaines années, il y a 1 ou 2 générations, parce que c'est assez resserré, il y a de la pluie, une longue période de beau temps, puis de la pluie, une longue période de beau temps, on a 2 générations. Ça, c'est, on va dire, quand c'est facile. Parfois, c'est beaucoup plus étendu, ça commence à la fin du mois d'août, ça se termine à la fin du mois de novembre, il y a 3 mois de récolte, et on doit aller à chaque fois récolter, et c'est assez stressant, et surtout ça coûte cher. Alors, il faut savoir que historiquement, Bordeaux était un vignoble de blanc. On n'a pas besoin de revenir très en arrière pour savoir qu'il y a à peu près 50 ans, 60 ans, il y avait plus de blanc que de rouge. Donc Bordeaux a une longue tradition de viticulture blanche. Ici, on sait que maintenant, à l'issue de toutes ces différentes recherches qui ont été faites, et c'est jamais fini la recherche, mais on sait que pour faire des bons vins blancs et notamment des bons sauvignons blancs, il faut des sols adaptés, pas trop chauds, avec des nuits relativement froides. On sait aussi que la macération pelliculaire, c'est-à-dire de laisser en contact le jus et les pellicules avant le pressurage, permettent
une extraction aromatique plus importante. Historique de vin blanc sec aussi. Ah ouais. Donc ici c'est le chai à barrique du vin blanc, chai de fermentation et d'élevage du vin blanc sec. Quelle est la différence principale dans Late Harvest et dans Barsac ou Sauternes? Alors il y a plusieurs, en fait, des vins liquoreux dans le monde, il y a vraiment trois familles, on va dire. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui est de la famille des passito ou vendanges tardives, donc qui est plutôt de la déshydratation par le soleil. Il y a ce qu'on appelle les ice wine, donc ça c'est une concentration par le froid. Donc finalement la première famille c'est une concentration par le chaud, la deuxième famille des ice wine c'est une concentration par le froid, et puis la troisième catégorie ce sont les vins de pourriture noble. Alors le pourriture noble, c'est-à-dire le botrytis, c'est un champignon qui arrive sur la pellicule, qui rend la pellicule perméable, si je puis dire, et donc qui permet à l'eau de s'évaporer. Ça c'est le premier rôle du botrytis. Le deuxième rôle du botrytis, c'est qu'il engendre une concentration aromatique indirecte. C'est qu'il est considéré par le raisin comme un ennemi, et le raisin, pour se défendre de cet ennemi, produit des précurseurs d'arômes. Un précurseur d'arôme devient arôme avec la fermentation. Pour simplifier, on peut dire produit des arômes. Et si l'on compare une baie de sémillon avec du botrytis et une baie de sémillon avec laquelle, par exemple, on fera un vin blanc sec sans botrytis, il y a 50 fois plus d'arômes sur un raisin botrytisé que sur un raisin non botrytisé. C'est pour ça que quand on met le nez dans un verre de Sauterne, on a l'impression d'une intensité aromatique qu'on a avec aucun autre vin. Et c'est pas une impression, c'est une réalité. Normalement, la première génération de botrytis qualitative s'installe autour du 15 septembre. 15 septembre, il y a une deuxième vague fin septembre, et puis après deux autres vagues sur le courant du mois d'octobre. Il y a plein de gens maintenant dans d'autres régions, dans d'autres pays qui favorisent la botrytis avec pulvérisation et tout ça. Ici, c'est totalement naturel. Non? Naturel, 100%. Et d'ailleurs, la pulvérisation de botrytis, sincèrement, c'est une expérience qui ne fonctionne pas bien. Hein. Rien ne vaut la contamination naturelle. La pulvérisation, ça marche pas parce qu'il faut vraiment la pulvérisation, c'est ponctuel, ça marche quelques heures. Pour que ça fonctionne vraiment, le botrytis, il faut une ambiance 100% du temps, 24 heures par jour, qu'on n'arrive pas à reproduire de manière artificielle. Ici, nous sommes à Barsac, donc l'appellation commence. Ce qui est très caractéristique, ce sont ces petits murs qui entourent les propriétés, parce qu'en fait, c'est le calcaire qui était présent dans la terre. Et quand on a planté la vigne, on a enlevé toutes les pierres et on a fait des murs avec. Ah oui. Donc Barsac, plus qu'à Sauterne d'ailleurs, Barsac a un vignoble qui est entouré de murs. La spécificité de Barsac par rapport à Sauterne, c'est que nous sommes sur un sol calcaire. Donc il y a 40 cm d'argile
et après le calcaire que vous voyez sur les murs, donc ces petites, ce sol calcaire. Alors qu'est-ce que ça change dans le goût du vin? Eh bien, le calcaire aide à faire des vins plus acides, avec des pH plus bas. Ce qui est très important pour les vins liquoreux, parce qu'un vin liquoreux, s'il n'est que liquoreux, c'est pas très intéressant. Pour faire des vins qui vieillissent et qui suscitent l'attirance des consommateurs, il faut qu'il y ait un équilibre entre le sucre et l'acidité. Et les grands vins liquoreux sont toujours des vins évidemment liquoreux, mais avec une acidité suffisamment élevée. Ici à Barsac, on a une aptitude naturelle à faire des vins plus acides qu'ailleurs, grâce à ce calcaire que vous voyez sur les murs, qui en fait est dans le sol. On traverse les petits Sirons et on est à Sauternes. Et on est à Sauternes. Avant, c'est tout Barsac. Avant, c'est Barsac. Et donc là, sur Sauternes, qu'est-ce qui change? Vous allez voir, c'est un peu plus vallonné. Il y a des expositions, pas mal d'expositions au sud. Et on est sur un sol de grave. Donc qui lui est le sol typique de la rive gauche de la Garonne. Finalement, Barsac, c'est atypique. Barsac, de l'argile sur du calcaire, sur la rive gauche, c'est pas logique. C'est pour ça que les vins de Barsac ont un style qui est assez atypique.